Voilà. Vous allez y aller comme un grand. Si vous voulez, on vous baisse un tout petit peu la lumière, c'est comme vous souhaitez. Non, ça ira. On n'a pas les projecteurs, mais on avait prévu normalement la lumière naturelle qui va venir vous éclairer de ce côté. Ça se couche à l'ouest, comme vous le savez. Et là, le soleil est en train de passer derrière le mont Bégo, mais il y a quelques nuages. On l'avait programmé, puis la nature fait ce qu'elle veut. Donc bonne soirée. C'est une d'autant meilleure introduction que lorsque je suis monté au Bégo, il y avoir 30 ans, une de mes premières préoccupations a été de me demander à quelle date et à quelle heure étaient éclairées certaines gravures, de façon à pouvoir faire un calendrier. À me dire, vous savez qu'en montagne, c'est pas du tout comme en plaine, c'est très variable, et qu'un peu partout dans les Alpes, les paysans vont vous dire, d'ailleurs ici aussi, les paysans vont vous dire, ça c'est le rocher de Viseur, c'est le rocher de Midi, et que lorsque vous allez par exemple à Belvédère, il y a un banc qui s'appelle le banc des Boîtreux, car il y a beaucoup de Boîtreux dans cette zone, et que les gens vous disent, c'est pas la peine de s'y installer avant telle date, parce qu'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Donc, le propre de la montagne, c'est de créer son calendrier en fonction de la place. Justement, là, on sait que tel jour, à telle heure, le soleil va passer à tel endroit, il va venir éclairer tel gravure. Là, ça, c'est une de mes préoccupations. Alors, avant de monter au Bégo avec vous, avant de monter aux merveilles, je voudrais vous dire quels sont les éléments de, je dirais presque de réalité qui m'intéressent dans la région et sur la zone. Et sur la zone propre donc des merveilles, des Bégo et de Fontanal. Par exemple, lorsque je monte là-haut avec ma petite fille qui est là, elle se gave de myrtilles. Alors vous me direz, bon, les myrtilles, est-ce qu'il y en avait à l'âge du bronze? Oui. On le sait, grâce au pollen, il y avait des myrtilles à l'âge du bronze. Se gaver de myrtilles, c'est être sûr de voir de manière très précise les étoiles. Et oui, parce que on sait que les vitamines qui sont dans les myrtilles vous donnent une acuité visuelle nocturne extraordinaire. Et une des choses que je vais essayer de vous montrer, c'est que les gens de l'âge du bronze, non seulement regardaient les étoiles, mais éventuellement les reproduisaient sur le sol sous la forme des gravures. Voilà, un des éléments. Un deuxième élément, c'est l'importance, vous me direz c'est curieux, mais enfin ici c'est pas surprenant, c'est l'importance dans ces zones, assez curieusement, du miel. Le nom même du mélèze vient du miel. Mel, mélès, c'est le miel. Le mélèze, c'est l'arbre à miel. Et en passant, là encore, avec ma petite fille, vous voyez, je vous parle d'expérience quotidienne avant d'aller là-haut. Elle me montre un frêne. Et sur ce frêne, il y avait des pucerons et des gouttes de miel qui découlent. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous savez, quand les pucerons commencent, alors il y a des gouttes de ce qu'on appelle le miela, qui provient des plantes, comme ça. Et j'essaierai de vous montrer qu'un certain nombre de gravures, là-haut, représentent un essaim d'abeilles. Mais enfin, les montagnards savent bien ce que c'est que l'essaim d'abeilles. Quand vous êtes quelque part là-haut et que vous commencez à entendre les abeilles, il est temps de descendre à toute vitesse. Il est temps de descendre à toute vitesse. Le son de l'abeille, c'est la mort. Eh bien, j'essaierai de vous montrer qu'un certain nombre de gravures représentent, sous la forme d'une constellation qui est considérée comme un essaim d'abeilles, les Pléiades, que c'est donc que ça représente aussi ce qu'on pourrait appeler la civilisation du miel de montagne. J'ai interrogé des gens qui m'ont dit, mais autrefois, on montait les ruches. Il fallait faire attention, il fallait bien les fermer. J'espère que personne ne me contredira. Il fallait bien les fermer parce que si jamais la ruche s'ouvrait, on les montait sur les mulets, et si jamais la ruche s'ouvrait, eh bien, il est utile de dire que le mulet détalé, et c'était une catastrophe. Voilà donc un certain nombre d'éléments. Troisième élément, dans la région, quand je suis arrivé, là aussi je vous dis, il y a près de 30 ans, j'ai rencontré un médecin, et je m'intéresse beaucoup à la gorge
et au goitre. Et le médecin m'a dit, eh bien ici, il était de Tende, hein, ici c'est pas compliqué, les goitres, pratiquement tous les goitres que j'ai soignés, c'est au-delà du col. Ce qui est aussi un petit à peu près sur le col qui est important. Et un certain nombre de fresques, entre autres du côté de Saint-Étienne-de-Tinée, représentent, par exemple, le martyr de Saint-Sébastien avec des goitreux. Avec des goitreux. Nous sommes dans une zone, il suffit de regarder la carte que vous avez derrière, monsieur le maire. Vous avez une très belle carte des Alpes, comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, si vous regardez l'arc alpin, où sommes-nous? Nous sommes au lieu où l'arc alpin s'approche le plus de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si on veut avoir du sel marin, qui, comme vous savez, va vous protéger du goitre, si on veut avoir du sel marin, qui va être très important pour l'ensemble du bétail alpestre, il faut du sel marin. Où va-t-on? Où allons-nous faire cette zone d'échange entre les productions de la Méditerranée et, entre autres, ce sel salvateur, et ce sel salvateur du goitre? Eh bien, dans la zone du Bégo. Puisque de là-haut, vous savez, un certain nombre d'entre eux, il m'est arrivé de voir la mer. C'est quand même quelque chose, c'est pas fréquent, mais enfin, il m'est arrivé, entre autres du Jougal. Ça dépend de la saison. Quoi? Ça dépend de la saison, ça dépend de la saison, ça dépend du vent. Et puis vous apercevez, alors ça, vous apercevez la Corse. Et vous apercevez même, quand vous êtes au niveau, j'espère que vous n'êtes pas perdu, vous êtes allé un peu là-bas. Bon, je m'adresse bien sûr à des gens qui ont beaucoup marché. Bon. Mais enfin, quand vous êtes à l'Arpette, vous avez une vue sur, actuellement, la vallée du Var, comme ça, où il y avait des marais salants. Il y avait des marais salants, et pourquoi? Vous savez, c'est une plaine très plate comme ça, et on avait donc des marais salants. Vous voyez que cette jonction, si vous voulez, entre le monde méditerranéen, le sel et le sel qui empêche le goitre, et puis les gens qui vont avoir des élevages sûrement de bovins, aussi d'ovins, mais ils vont pouvoir éventuellement se rencontrer et même échanger avec, entre autres, les gens qui vont produire, nous sommes en moins 1800, il y a beaucoup de discussions, moins 1800, moins 3000, les gens donc qui vont produire des armes dont on sait qu'elles sont de type rhodanien, vous voyez, du côté du Rhône là, et puis les échanges avec les Alpes. Il suffit, à mon avis, de regarder cette grande carte. Voilà donc un élément important, et je vais essayer de vous montrer qu'un certain nombre de gravures confirment, quant à leur lecture, confirment cette relation entre le miel, la gorge, c'est aussi que le miel soigne la gorge, le miel, la gorge, les bovins, les arbres. Si déjà on a l'ensemble de ces éléments qui entrent dans un système relativement cohérent, j'espère vous montrer ensuite, et je vous donnerai ce qui pour moi est le nom, j'ai promis de le faire donc dans le titre même de ma conférence, est le nom de la divinité honorée au Bégo. Et si je le fais, alors ça j'irai très vite, c'est parce que travaillant depuis 30 ans sur cette zone, ben, je ne suis pas tout à fait d'accord, disons-le, mais en 2 minutes, avec ce qui s'est dit avant, c'est-à-dire que je trouve que les thèses de ceux qui m'ont précédé, je ne donne pas de nom puisqu'on les a cités tout à l'heure, sont trop vagues, c'est-à-dire non contradictibles. Et pour moi, une thèse scientifique, j'aime pas beaucoup le mot, mais une thèse sérieuse, c'est une thèse où on dit, voilà, quelle est mon opinion sur le nom ancien de la divinité honorée au Bégo, et puis maintenant, bon, vous dites c'est ça, c'est pas ça, mais moi je donne un nom. C'est pas le culte général de la fécondité, du taureau, de la purification, etc. Voilà mon, soyons clairs, voilà ma position.
ma position, c'est celle d'un historien des religions. Car j'ai passé un diplôme d'historien des religions, c'est une spécialité, historien des religions, on étudie les religions, et puis on les compare, et on essaie de savoir comment, dans le temps, les religions se succèdent l'une à l'autre. Donc, nous allons essayer de remonter, comme ça, dans le temps, et de remonter en nous aidant des techniques utilisées par les scientifiques, les philologues, c'est-à-dire en utilisant à la fois la toponymie, en utilisant l'étymologie, la philologie, vous voyez, tout ça c'est des sciences relativement précises, des doctrines relativement précises, et puis ce qu'on appelle les religions comparatives, les comparaisons entre religions. Bon. Alors, si vous regardez ce qui se passe au Bégo par rapport à d'autres sites de l'âge du bronze, je vais vite quand je dis âge du bronze, calcolithique jusqu'à l'âge du bronze, si vous regardez ce qui se passe au Bégo, j'en parlais souvent avec quelqu'un avec lequel je m'entendais bien, qui s'appelait Silvio Mano, et Silvio Mano me disait, c'est quand même extraordinaire, parce qu'ici on a l'impression qu'ils ont toujours répété la même chose. Et par rapport à d'autres sites de l'âge du bronze, dont le Val Camonica, eh bien, c'est vrai que ça pose un problème. Ça pose un problème que de se dire, qu'est-ce que c'est que ce site où on a l'impression qu'ils ont répété, vous savez qu'il y a, bon, je vous dis qu'il y a 45% ou 42,6% de corniformes, regardez, bon là, les préhistoriens ont bien travaillé là-dessus et vous donnent les statistiques sur le nombre de chacune des figures. Donc, c'est vrai que la question du Bégo, la question des merveilles, c'est la suivante. Comment se fait-il qu'on a l'impression que de manière répétitive, il n'est pas du tout varié, on n'a pratiquement aucune scène de vie quotidienne, comme au Val Camonica. Au Val Camonica, vous avez des danses, vous avez la place d'un village, vous avez des chiens en train de chasser. On n'a rien de ce genre. On a pratiquement, donc, les armes, poignards, hallebardes, corniformes, et puis quelques anthropomorphes que nous verrons peut-être en détail. Alors, quand on est face à ce genre, on se dit, bon, mais comment arriver à remonter progressivement dans le temps vers des dossiers religieux qui seraient cohérents avec ce qui se dit là-haut. La chance a voulu qu'un de mes amis qui a écrit un dictionnaire français-gaulois, Savignac, m'envoie un jour son dictionnaire français-gaulois. Et que là, dans son dictionnaire français-gaulois, il y avait une petite notice sur une divinité gauloise qui s'appelle Esus, que nous connaissons grâce à un pilier découvert en 1740 à Paris, sous Notre-Dame. On découvre un pilier qui a été offert par les nôtes parisiens en l'an 39 au temps de Tibère, et on a la figuration avec les noms indiqués, ce qui est très rare dans les figurations de divinités gallo-romaines. On a la figuration du dieu Esus. Avec dessus, le nom est marqué. C'est la seule fois, par exemple, qu'on a la figuration aussi de ce dieu, vous savez, des cornes de cerf, qui s'appelle Carnunos. Voilà. Alors, sur ce pilier, Esus, il y a des formes Eisus. Sur ce pilier, donc, on aperçoit un homme, enfin, un personnage masculin, avec la petite tunique classique gallo-romaine, en train de couper les branches d'un arbre. Et sur la face qui est à côté, on a la représentation d'un taureau avec 3 grues. Et dessous, en plus, il y a une inscription Taurus
strigaranos. Taureau strigaranos. Le taureau aux 3 grues. Et on sait que ces deux personnages, vous voyez, ils sont de part et d'autre comme ça, sur un pilier, mais on sait qu'ils sont associés, car à la même période, il y a des chances comme ça, à la même période, à Trèves, on trouve le même personnage, cette fois-ci, il abat un arbre, en bûcheron. Avant, c'est un, vous voyez, il est en train de couper les branches, hein, comme ça. Et là, il est en bûcheron, il est comme ça, et sur l'arbre, on aperçoit une tête de taureau, juste la tête, comme ça, et 3 grues. Donc on sait que c'est le même personnage. On sait donc qu'il y a une association entre une divinité gauloise, mais on va voir plus précisément ce qu'elle est, cette divinité, entre une divinité gauloise appelée Esus et le taureau. Ceux d'entre vous qui connaissent le trophée de la Turbie et l'inscription de la Turbie, ça vous dit peut-être quelque chose. Lorsqu'Auguste fait la conquête des tribus ligures de cette zone, il fait une liste des tribus dont il a triomphé. Et parmi ces tribus, il y a les Vésubiani, la Vésubie, ou les Ésubiani, car entre autres, dans les manuscrits de Pline, c'est toujours Ésubiani, et on a la même inscription qui est à Suse, où on marque bien Ésubiani. Donc, les gens de la Vésubie sont les dévots d'un dieu associé au taureau. Voilà ce que j'ai pour là, nous sommes en l'an 39. Hein. Voilà. Les gens de la Vésubie sont les dévots d'un dieu associé au taureau. Ils ont le nom même de cette divinité. Et si vous connaissez la Vésubie, vous connaissez probablement Belvédère. Et à Belvédère, comment s'appellent les gens de Belvédère? Les Banes. Les cornes. Les Banes. Les Banes, hein, ce sont les cornes. Les Banes. Pourquoi? Parce qu'on raconte que un jour, ils ont voulu s'opposer. Vous savez qu'ils ont chassé le diable jusqu'à la cime du diable. Hein? Donc, ils ont voulu s'opposer aux Romains qui étaient là, et ils ont mis sur des cornes pas de brebis, mais de chèvres, ils ont mis des flambeaux, ils ont envoyé les chèvres dans la montagne, et l'ensemble des troupes de César se sont enfuis. Donc, les gens de Belvédère, on est en pleine vallée de la Vésubie, les gens de Belvédère sont des cornes, et ils ont le nom d'une divinité associée en l'an 39 au taureau, et ayant le nom, donc le même nom que Esus Vésubie. Alors vous me direz, comment faire pour passer entre l'an 39, et le problème est là, hein, comment faire pour passer entre l'an 39 et puis arriver à remonter ensuite dans ce qui est 1800, en moins 1800, si vous voulez, moins 1500, en moins 1800, éventuellement moins 3000 si vous arrivez à dater de moins 3000, c'est-à-dire remonter au moins aux Indo-Européens. Si vous ne remontez pas aux Indo-Européens, si vous n'avez pas à remonter avec des mythes semblables, parallèles, disons, à celui-là, c'est pas la peine. On n'a pas grand-chose. Vous savez que la mythologie celtique est perdue. On a quelques éléments dans César, mais Guerre des Gaules de César. Mais vous savez que la mythologie celtique est pratiquement perdue. On estime qu'elle s'est maintenue à travers les contes, les légendes, un certain nombre de récits associés aux mégalithes un peu partout. Enfin, même les mégalithes, comme vous savez, sont bien antérieurs à la civilisation celtique. Donc, c'est probablement des surimpositions qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est comment remonter d'un cran avec quelque chose qui ferait intervenir
le taureau, et puis une divinité connue, disons, déjà évoquée par exemple dans Homère. Là, ça y est, on remonte à moins 800 pour Homère, moins 700, moins 800 pour Homère, et éventuellement évoquée dans les textes de la mythologie hindoue, c'est-à-dire les textes védiques. Alors, en ce qui concerne les Grecs, qui ont sûrement une influence là. Alors d'abord, pour Esus, je vais terminer avec Esus. Esus est évoqué dans un auteur dont je ne vous ai pas marqué le nom ici, un auteur qui a écrit vers les années 50, latin bien entendu, qui s'appelle Lucain. Lucain écrit le grand récit de la bataille, des batailles de César. Ça s'appelle la Pharsale. Bon, vous trouvez ça en belles lettres. Et dans la Pharsale, à un moment, il fait le bilan de l'ensemble des tribus qui ont été rassemblées, qui accourent à l'appel de César au moment où César va les prendre dans des batailles homériques extraordinaires, va les prendre Marseille. Marseille s'est révoltée, les Massiliotes, vous savez, sont d'origine grecque et tout à fait opposés à l'invasion romaine. Donc, il rassemble les quelques tribus encore. Et alors, dans l'évocation de ces tribus, eh bien, il évoque les Ligures. Et dans les Ligures, au moment où il évoque les Ligures, il évoque la divinité Esus. Et c'est très beau pour vous, parce que vous êtes probablement une des tribus ligures. Bon, il y a les Brigantiques qui sont connus dans les tribus ligures, la Brigue. Mais juste après, on évoque les Capillati, les chevelus. On évoque les Capillati, les chevelus. Et donc, dans ce texte de Lucain, il dit « Et toi, Ligure, dont autrefois la molle chevelure allait sur la nuque, et ornait la nuque, et maintenant tondue. » Tondue pour une raison simple, c'est qu'ils ont été romanisés, ils ont été vaincus, bon, depuis maintenant 150 ans, au moment où Lucain évoque ça, on est en an 50, ils ont été tondus, et toi qui honores, on parle toujours du Ligure, toi qui honores Esus et les rites horribles d'Esus. Alors, on ne sait pas ce que c'est que ces rites sanglants d'Esus dans le texte de Lucain, mais heureusement, au IVe siècle, il y a ce qu'on appelle des scoli, c'est-à-dire des commentaires. Au moment où on reprend les textes comme ça, vous savez, quelqu'un dit comment on honore ton Esus. Et on le sait. Esus était honoré, c'est une des rares choses qu'on connaît donc sur ce dieu Esus. Esus était honoré par des victimes humaines pendues, et pendues jusqu'à ce que alors le terme latin c'est cruor, jusqu'à ce que leur suc, si on peut dire, cruor c'est à la fois le sang, mais le sang quand il s'écoule, vous voyez, jusqu'à ce que leurs membres tombent et leur suc s'écoule. Autrement dit, au moins on sait une chose, c'est qu'à cette époque, Esus était le dieu des pendus. Vous voyez, comme quand on évoque éventuellement la gorge, on est quand même, et les boitreux, et tous les gens qui s'occupent de la gorge, le fait qu'on on insiste sur la pendaison des victimes, et sur le fait qu'on allait recueillir, ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez les sorciers médiévaux. Chez les sorciers médiévaux, les Vaudois, pas très loin d'ici, on dit que les Vaudois avaient des victimes humaines qui pendaient, qui mettaient une petite coupelle sous la victime et qu'ils utilisaient l'ensemble des sucs écoulés comme ça en sorcellerie. Voilà. Donc, on sait, grâce à Lucain, qui a écrit en l'an 50 à peu près, il meurt jeune, il est tué par, je crois que c'est Néron, enfin il y a un empereur qui lui demande de se suicider. Vous savez, ça se faisait beaucoup. Bon, donc on sait par Lucain
on a un petit élément de rapport entre pendaison et Esus. Voilà. Maintenant, nous allons essayer, alors maintenant qu'on a Esus, et nous sommes, disons, on peut, je vous ai dit l'an 37 pour le pilier des nôtres, on remonte là à 50. Bon, dernière évocation d'Esus. Au IVe siècle, un médecin de Bordeaux, appelé Marcellus. Bon, vous êtes comme moi, vous n'aviez pas lu Marcellus avant d'avoir le dossier Esus, bien entendu. Médecin auquel nous devons le plus grand nombre de termes gaulois que nous connaissons actuellement. Parce que c'était un médecin qui était un empirique gaulois, il est à Bordeaux, hein. C'est un empirique gaulois, et donc il donne des formules en gaulois, à moitié en gaulois. Et il donne une formule, il y a un chapitre entier que j'ai lu, un chapitre entier sur la guérison des maux de gorge. Et dans ce chapitre sur la guérison des maux de gorge, il y a un sous-chapitre. Que faire lorsque quelqu'un a un objet coincé dans la gorge? Que faire? Et alors il donne une formule magique, et dans cette formule magique, qui a été très étudiée par les spécialistes des langues celtiques, les spécialistes du gaulois. Alors vous savez, les formules magiques, c'est toujours un peu déformé. C'est une formule qui dit « Esus, je voudrais cracher ». Esus, hein, on retrouve le mot Esus. Esus, je voudrais cracher, sort chose gluante. Et chose gluante, c'est le même nom que le gui. Glione, hein. On voit très bien pourquoi le gui, c'est une chose gluante. Alors, chose gluante, laisse-moi cracher. Donc on a cette petite formule magique, et on sait que non seulement il est donc Esus et Dieu des pendus, mais grâce à cette formule, on sait que c'est le protecteur des maux de gorge, le protecteur des maux de gorge, et spécifiquement de celui qui va faire que l'on peut expulser quelque chose qui est coincé dans votre gorge. Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'il faut faire de nos jours quand on a quelque chose de coincé dans la gorge? Alors, je vais vous dire, vous allez à Belvédère. Vous allez à Belvédère le 3 février. Vous allez à Belvédère le 3 février. Et le desservant, je pense que c'est du point, quand je le connaissais, dans une chapelle Saint-Blaise, protecteur des maux de gorge. Et le desservant, qui à l'époque était aussi le desservant de Notre-Dame de Fenêtre, là-haut. Le desservant vous met 2 chandelles, ça se faisait dans toute la zone ici, hein, vous met 2 chandelles croisées sous la gorge et dit, par la vertu du bienheureux Saint-Blaise, que cet objet sorte de la gorge, que tu puisses expulser cet objet. Est-ce que vous connaissez Saint-Blaise dans la région? Bien sûr. Vous avez la découverte merveilleuse quand vous êtes à Tende, dans la nouvelle chapelle dont on a découvert les fresques, on a un merveilleux Saint-Blaise. Si vous allez, en plus, Saint-Blaise, ça s'appelle le coulier, ici, hein. La coutume, moi je me la suis fait faire, hein. Quand on est professeur de faculté, vous savez, on a des problèmes de gorge, donc on se fait faire le collier. Donc, le collier de Saint-Blaise, pour les goitreux et pour les gens qui risquent d'avoir mal à la gorge, ça se fait, le 3 février, avec une fête extraordinaire, une farandole du chou, des sacrifices, enfin, à Belvédère. Hein. Nous sommes toujours côté Vésubie, là. Mais de ce côté aussi, vous avez donc cette figuration de Saint-Blaise qui est dans la chapelle, qui peut me rappeler le nom quand vous montez à gauche, à Tende, quand vous allez... Hein. C'est l'Annonciation. Hein. Voilà. Dans la chapelle de l'Annonciation, vous avez une merveilleuse représentation de Saint-Blaise. Et puis, si vous allez au musée de Tende, des Merveilles, vous avez un collier, un merveilleux collier qui a été sculpté comme ça au couteau, hein, un merveilleux collier de brebis qui vient de Saorge. Alors d'un côté, il y a Saint-Georges,
qu'on disait, qu'on appelait Saint-Gorge. C'est pas mal non plus. Hein? On jouait sur Gorge et Georges. Bien sûr. Alors, vous avez Saint-Georges d'un côté, et de l'autre côté, c'est moi qui l'ai signalé à Nathalie parce qu'elle pensait que c'était un autre saint, vous avez Saint-Blaise, Peigné, c'était le patron aussi des textiles, et surtout des peigneurs de chambres, de lin, etc. Mais aussi le patron de la gorge, et des animaux à cornes. Ça fait quand même un bel ensemble, et éventuellement on verra la possibilité de passer entre Eisus et la forme Blaisus, qui est la forme latine, bien sûr, de Blaise. Maintenant, essayons, avant de redescendre jusqu'à Saint-Blaise actuellement, essayons donc de remonter dans le temps. Il y a bien des années, j'étais un dévot du chef de tribu, et je le regardais souvent, et en le regardant, je me suis dit, mais enfin quand même, qu'est-ce qui est représenté sur le chef de tribu? On a d'une part un personnage qui est formé par une série de corniformes, ça les archéologues ont bien remarqué. Vous voyez ce que c'est le chef de tribu. Éventuellement je pourrais vous montrer l'image, mais enfin, je pense que vous avez tous jeté un coup d'œil sur le chef de tribu, le bel original qui est maintenant au musée de Temple. Bon, donc, un personnage formé par une série de corniformes, au niveau du visage, au niveau ici, donc, comme s'il était né des cornes, né du bœuf. Hein, à mesure où je ne suis pas sûr que ce soit un taureau, mais enfin, disons, il est né du bœuf, d'une part. Et puis, il a une épée qui lui arrive comme ceci, une grande épée. Si vous regardez attentivement, certains disent que ça arrive à l'oreille. Ben, moi, j'ai regardé à la loupe, je peux vous dire, ça arrive aux yeux. Ça arrive aux yeux. Et puis à côté, on a un tout petit personnage en train de lever les bras au ciel comme ça. Et puis, sur la droite, on a, dans un corniforme, toute une série de petits points. Je pense que vous voyez à peu près le chef de tribu. Bon, c'est quelque chose qui a été reproduit des milliers de fois. Vous avez ça vraiment partout, c'est devenu un emblème. Alors, en regardant cet ensemble, je me suis dit, un personnage créé comme ça par une série de corniformes. Il n'y en a qu'un dans la mythologie grecque, mais il est très important, c'est le géant Orion. Et vous voyez, c'est un personnage géant par rapport au petit bonhomme qui est à côté. Alors, le géant Orion est le fils d'un apiculteur qui s'appelle Urié. Et Urié, c'est le nom même de l'apiculteur, en grec. Alors, un apiculteur, Urié, n'a pas d'enfant. Descendent auprès de lui pour éprouver son hospitalité, 3 dieux. Hermès, Poséidon et Zeus. Il sacrifie son bœuf. Sacrifier son bœuf, c'est pas rien. Il sacrifie son bœuf, et avant de quitter et de remonter au ciel, il lui demande qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir. Et il dit, ben, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est d'avoir un enfant. Alors, ils prennent la peau du bœuf, et, puisque c'est des dieux et ils ont le droit de tout faire, ils éjaculent dans la peau du bœuf, qu'on enterre, et au bout de 9 mois, naît un géant, très fort, très beau, donc Orion, dont le nom parfois en grec c'est Urion, et Urion ça veut dire à la fois uriner, et c'est une périphrase pour éjaculer, donc qui naît comme ça, et qui ensuite va avoir une série d'aventures, telles que par exemple, pour ceux qui connaissent Fontanalbe et la légende de Fontanalbe, eh bien, il va se retrouver, il va coucher avec l'aurore, avec l'aube, Eos. Bon, quand on relit la légende de Fontanalbe dans cette perspective, ça correspond bien. Et puis, finalement,
un jour, il va poursuivre les 7 jeunes filles qui sont les Pléiades. Les jeunes filles vont être poursuivies pendant des années, au bout d'un moment, vont demander à être transformées en Péliades, c'est-à-dire en un vol de colombes, et elles se retrouvent au ciel, et c'est pour ça qu'on aperçoit, si vous regardez dans le ciel, le géant Orion en train de poursuivre les Pléiades. Comme il a été... alors, son nom, le nom d'Orion, puisqu'il est né du bœuf, en grec, ça se dit bougoné, né du bœuf. Né du bœuf, hein, goné c'est engendré par le bœuf. Et la plus ancienne attestation du nom du Bégo, dans un article, alors c'est 1405, pas avant, hein, c'est Bégon. C'est pas Bégo, hein, c'est né, c'est l'équivalent absolu en grec de bégoné, engendré par le bœuf. Vous voyez bien que la figuration du chef de tribu, où il est figuré par toute une série de corniformes, je n'aime pas beaucoup le terme de corniforme, il n'est pas bon, mais qu'importe, il a été, maintenant on ne peut plus y échapper. Eh bien, c'est exactement la traduction de bégoné. D'autre part, ce qu'on appelle, si vous avez lu Virgile, ce qu'on appelle la bougonie, c'est-à-dire ce qui est engendré par le bœuf. Un apiculteur appelé Aristée avait perdu toutes ses abeilles. Et il va consulter un dieu. Et le dieu lui dit, si tu veux retrouver tes abeilles, tu prends un bœuf, tu le tues en le battant. Il ne faut absolument pas qu'il y ait une plaie. Hein. Tu le tues en le battant à coups de bâton, comme ça. Tu le laisses pourrir et ressortira du bœuf un essaim d'abeilles. Vous avez ça, c'est pas la 4e églogue, je ne sais plus, c'est la 5e ou la 6e églogue de Virgile. On vous explique ce qu'on appelle la bougonie d'Aristée. Hein. C'est le même bougonie, bégonie, c'est la même racine. Hein. La bougonie d'Aristée, c'est l'engendrement, donc, par le bœuf, l'engendrement d'un essaim d'abeilles. Alors, bien entendu que c'est pas vrai, on a des récits égyptiens qui sont équivalents pour obtenir des frelons, les auteurs de l'Antiquité, mais voilà. Donc déjà, nous avons remonté, grâce à cette figuration. Si vous regardez donc le chef de tribu, vous avez, je rappelle, d'une part, alors un petit bonhomme qui est comme ça, parce que dès qu'il est aveuglé, il est puni, et il a voulu violer une jeune fille, il est aveuglé, il a besoin de quelqu'un qui va porter sur l'épaule, d'un petit bonhomme qui va porter sur l'épaule, qui s'appelle Kédalion, et qui va le mener vers le soleil levant, et au moment où ses 2 yeux crevés vont être frappés par les premiers rayons du soleil levant, il va retrouver la vue. Donc voilà le mythe d'Orion. Là nous remontons, disons, puisque Orion est invoqué par Homère, disons Homère, on hésite, disons au 9e siècle. Hein. Au 9e siècle, on a déjà l'ensemble de ce mythe en place. Voilà. Ça m'a valu le plaisir d'être désigné comme, j'en parlais déjà il y a 30 ans, comme Orion Fleur de Carotte, dans un petit roman à clé que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Le silence des merveilles. Si vous avez l'occasion de tomber sur Le silence des merveilles, Orion Fleur de Carotte, dans sa cabane complètement fumée, et il a fait un petit dessin même représentant. C'était l'époque où j'avais pas encore installé le poêle là-haut, dans ma cabane du Bégo, et où en effet ça fumait beaucoup. Enfin, c'était bien sûr cabane. Je dis ma cabane, c'est que les cabanes se transmettent comme ça, de génération en génération. Voilà. Est-ce qu'on peut remonter d'un cran
ben, l'idéal, ce serait de remonter vers 3000, d'avoir un mythe équivalent, quelque part, 3000 ans avant Jésus-Christ. Heureusement, un auteur qui écrit en 1880, indien d'origine, célèbre parce qu'il avait beaucoup lutté contre les Anglais, qui s'appelle Tilak. Bon, ça ne marchera pas. T-I-L-A-K. Tilak écrit un ouvrage épais comme ça, intitulé Orion et l'origine des Védas. Et alors il raisonne de la façon suivante. Il a un certain nombre de textes, entre autres dans le Rig Veda, qui décrivent un mythe qui n'a de sens qu'autant que les Pléiades marquent l'équinoxe de printemps. Or, c'est un phénomène avec lequel je ne vais pas vous embêter, ça s'appelle la précession des équinoxes. La précession des équinoxes est telle que, en effet, l'équinoxe de printemps a été dans le taureau, et non pas dans le bélier, comme actuellement. Mais l'équinoxe de printemps était dans le taureau en moins 3000 ans. Alors j'ai vu que M. Delublé, ses collaborateurs, écrivent actuellement sur les Pléiades. Bon, ça y est, c'est lancé. Donc, on commence à admettre que lorsqu'on trouve un certain nombre de points, comme ça, 6 points, voire 7 points, eh bien, ce sont les Pléiades. Je vous dis tout de suite qu'à mon avis, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il qu'elles soient en contexte. Parce que quand on a un petit nuage de points comme ça, on peut en trouver. Si elles sont en contexte, c'est-à-dire les Pléiades sont une constellation qui sont, si vous voyez la constellation du Taureau, au niveau des cornes, ce sont les Hyades, qui elles aussi sont 7. Donc c'est très difficile. Et en plus, Hyade, ça veut dire pluvieuse. C'est presque mieux dans la théorie de Delublé avec la pluie qui tombe, etc. Les pluvieuses. Us, en grec, ça veut dire la pluie. Donc, les Pléiades sont donc quelque part, si vous voulez, au niveau du garrot, enfin de l'épaule, du défaut de l'épaule du Taureau, et c'est un tas d'un certain nombre, enfin de 7 étoiles, dont une pas très apparente, parce que une des 7 Pléiades a épousé un humain, elle a épousé Sisyphe, et en conséquence, elle est toujours triste, et c'est vrai que Sisyphe, ça se termine très mal, il va aux enfers, etc. Donc, c'est vrai qu'on joue beaucoup là sur les chiffres 6. Alors, Tilak, dans son ouvrage Orion et l'origine des Védas, étudie donc, se dit, mais à quelle période a-t-on un mythe? Alors, le mythe est le suivant. La grande divinité créatrice dans les brahmanas et dans la mythologie védique s'appelle Prajapati, c'est-à-dire le grand-père. Pati, hein, c'est la même racine que pater chez nous. Hein, voilà. Prajapati, le grand-père. Le grand-père, c'est comme tous les, je ne dirais pas comme tous les grands-pères, mais le grand-père, hein, c'est pas forcément le grand-père, c'est une divinité sexuellement un peu débridée, et qui donc poursuit tout ce qu'il trouve, entre autres, qui va arriver à un moment. Alors, Prajapati, c'est Orion. Prajapati, c'est Orion. Et Prajapati, il suffit de regarder dans le ciel, d'ailleurs, Orion poursuit le taureau. En effet, la constellation d'Orion est juste en face, vous voyez, de cette sorte de V, avec Aldébaran, qui est le taureau. Alors, il poursuit le taureau, et le taureau, c'est sa fille. Et sa fille s'appelle Rohini. Ro, c'est la même racine que rouge. Hein, et Hini, c'est une racine qui désigne la biche rouge. Et alors, comme c'est le père créateur de toutes choses, c'est une poursuite, une merveilleuse poursuite à transformation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui ont créé tous les animaux. Parce qu'elle se transforme. Alors, il la poursuit. Elle se transforme, elle n'est pas en biche au départ, mais elle se transforme en brebis. Lui, aussitôt, se transforme en bélier. Dès qu'il est transformé en bélier pour lui échapper, elle se transforme en chèvre. Lui se transforme en bouc. Et comme ça, l'ensemble des espèces animales est créé par le père.
fondamentale. Et la dernière transformation, où il va presque la rattraper, elle se transforme en un animal qui est une antilope. Et lui-même, alors, se transforme en antilope et il va la rattraper. L'antilope joue un rôle très important dans le Rig Veda et dans les textes védiques. Il va la rattraper et les dieux épouvantés disent il faut à tout prix éviter cet inceste. Que faire? Alors il s'adresse à une étoile, un dieu redoutable, qui est le grand dieu archer, qui est le dieu Rudra. Et Rudra est figuré par l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Alors j'espère que vous voyez ça quelque part dans le ciel. Vous avez Orion, l'ensemble des étoiles d'Orion, on va le voir tout à l'heure plus précisément. Et puis ici vous avez, il se dirige vers le taureau, donc vous avez les cornes, les deux cornes du taureau comme ça. Et puis, si vous prenez le baudrier d'Orion, vous voyez ce que c'est, les trois étoiles, très nettes comme ça. Vous prolongez 5 fois, et si vous prolongez 5 fois le baudrier d'Orion, vous arrivez à Sirius. Rohini tire une flèche triple. Ça existe dans la mythologie védique, les flèches triples. Et ce sont toujours des flèches coupantes. Et il décapite le père. Il décapite le père, et cette flèche triple, décapitée comme ça, va donner la tête de Prajapati, avec les 3 étoiles du baudrier d'Orion, qu'on voit comme ça, et puis ici, l'étoile Bételgeuse. Vous voyez cet ensemble? Vous ne pouvez pas le manquer. La prochaine fois que vous irez regarder les étoiles, vous ne pouvez pas le manquer. Au Bégo, vous ne pouvez pas manquer cet ensemble. Alors, si vous avez cette figuration, j'estime que c'est ce que vous voyez sur les gravures du Bégo. D'une part, parce que le chef de tribu, pour moi, donc, c'est Prajapati. Donc Prajapati, là, on remonte à moins 3000. Hein. C'est Orion, ça s'est transmis sous la forme d'Orion. Hein. Orion, Prajapati et Zeus. Et puis, parce que cette décapitation, vous en avez la figuration sur certaines gravures du Bégo, et même des peintures du Bégo. Alors la première, qui est chalcolithique, c'est-à-dire vraiment au tout début, on pense même peut-être fin du néolithique, c'est si quand vous montez par l'enfer, et que vous avez le Dhyas sur la droite. C'est la seule peinture, je sais qu'il y a des grandes discussions pour savoir s'il y avait des peintures ou pas, je ne prendrai pas position, mais c'est la seule peinture reconnue par les archéologues, relevée par de bons archéologues dans les années 30, et qui figure un archer en train de tirer sur un paysan, une antilope, enfin une antilope ou un cornu, enfin c'est difficile à voir maintenant, hein. On est allé à plusieurs reprises, on le voit très mal, mais ça a été bien recueilli à son époque, et à mon avis très bien analysé, avec donc ça, alors les gens auxquels j'en parle, les archéologues me disent mais on ne peut absolument pas mettre ça en rapport, ça peut être que moins 5000 avec l'ensemble du Bégo. Bon. D'autre part, quand vous allez à Fontanal, vous avez un archer célèbre qui tire là aussi sur un corniforme. Et remarquez, qu'est-ce qu'un corniforme? Bien sûr que des corniformes, de temps en temps, vont être transformés en un animal complet. On rajoute les pattes, on voit la queue, etc. Mais d'habitude, c'est quoi? C'est le buste d'un taureau. C'est exactement la façon dont est figuré Prajapati lorsqu'il a été coupé comme ça par les 3 étoiles. Donc, première représentation. La deuxième, c'est donc en zone... donc là, du côté de Fontanal, c'est le seul archer, donc c'est pas bien compliqué. Si vous allez à Fontanal, demandez à voir la roche de l'archer. Ceux d'entre vous qui s'intéressent, j'ai fait les photocopies, je vous montrerai bien sûr. Bon, c'est une des plus connues aussi, puisque c'est un des rares anthropomorphes. On le voit tirer comme ça. C'est une magnifique dalle rouge. Pour moi, c'est un
des hauts lieux d'un verrou moderne. Voilà. Du coup, je me suis interrogé, et là je vais commencer quand même à vous montrer des images, parce que vous auriez des doutes, sur les armes. Alors, le propre d'Orion, c'est qu'il a un baudrier. C'est-à-dire qu'il porte, pas par une ceinture, hein. On l'appelle ceinture ensuite, mais comme ça, hein, le baudrier en travers, hein, qu'il porte un poignard. Comment voulez-vous, étant donné que toutes les représentations du bégo sont faites à plat, représenter un baudrier? Eh bien voilà, je remercie les étudiants qui m'ont fait ces photos parce que je suis, comme moi, incapable de faire quoi que ce soit de ce genre. Voilà. Moi, je pose que ça n'a rien à voir avec un corniforme transformé, etc., que c'est bel et bien un baudrier et un poignard. Voilà. On va le revoir ensuite sur d'autres, ça va être disons, la dernière vue de la soirée. Voilà. Ensuite, les hallebardes. Alors, vous savez que les hallebardes, entre autres à Fontanalbe, on voit des petits personnages qui tiennent des hallebardes comme ça, et que vous avez toute une série de gradations de points comme ça. Et pour une raison simple, c'est que la hallebarde, je vais vous donner le modèle idéal de la hallebarde, la voici. Alors, vous voyez, même celui-là, il y a encore des... Mais c'est bien plus net à Fontanalbe, avec les petits personnages qu'il porte. Alors, la hallebarde, ce qui est très surprenant, c'est qu'ici, en fait, il y a soit, quand elles sont réalistes, je dirais, soit elles sont ici arquées avec toute une série de rivets. Vous voyez bien qu'ici, on a mis des rivets bien à plat. Et si vous prenez les 3 étoiles du baudrier d'Orion et que vous alignez ici, eh bien vous arrivez à Sirius. Faites-le dans le ciel, c'est clair, vous avez les 3 étoiles comme ça, bien droites, comme ça, et puis vous arrivez à Sirius. Donc lorsque les petits personnages à Fontanalbe sont en train de dresser des hallebardes comme ça, et qu'on a éprouvé le besoin de mettre des mesures pour montrer combien il y a de mesures entre le haut de la hallebarde et le personnage, eh bien on a fait une mesure qui est la reproduction de ce qui se voit au ciel. Incidente, vous savez que c'est très difficile de reproduire quelque chose que vous voyez au ciel. Vous savez que quand on regarde les cartes du ciel, on est très embêté parce que quand on est comme ça, c'est en miroir. On est obligé de regarder, de faire tourner les cartes du ciel comme ça. Et que le seul moyen, si on veut mettre sa carte du ciel comme ça, c'est de regarder, là aussi je crois que c'est une expérience importante quand on est en montagne, de regarder dans une vasque d'eau tranquille la nuit, vous voyez parfaitement le ciel qui se reflète, et vous allez voir arriver les étoiles au bord, comme ça. Et ça, pour moi, si vous voulez, ce rôle de miroir entre ciel et terre, c'est pour ça que vous n'avez pas toujours les mêmes représentations, c'est que moi-même j'ai essayé une fois pour mes enfants de leur mettre des étoiles au plafond à partir d'une carte du ciel, et je me suis trompé, parce que ça suppose de travailler au mirage. J'aurais dû faire comme ça, et reproduire à côté, mais j'ai fait comme ça, et au bout d'un moment je me suis dit, ah tiens, ça va pas, bon, c'était pas bon. Voilà, donc, le poignard, je pose que le poignard, alors vous avez un magnifique poignard, allez quand même au musée des merveilles, vous connaissez sûrement, et là, vous avez un des plus beaux et des plus anciens poignards, on a utilisé 3 trous dans la roche, comme ça, c'est juste en entrant à gauche, 3 trous bien alignés comme ça, dans la roche, et je pense que c'est pas pour rien qu'on a estimé, alors que la plupart des poignards, entre autres les poignards rhodaniens, sont avec beaucoup de rivets comme ça, oui. Uniquement des poignards à 3 rivets, c'est-à-dire pour correspondre à ce que vous voyez aussi. Maintenant, ben, il vous restera, lorsque vous êtes au bégo, à lever les yeux au ciel, à vous dire, tiens, j'ai ça, j'ai comme image mentale l'ensemble des gravures, eh bien, je vous assure qu'une fois que vous les avez vues, alors vous me direz c'est facile, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a vu quelque chose, on le reconnaît. Mais je pense que véritablement, on le reconnaît. Voilà, donc les poignards, il y a une chose que je n'explique pas.
j'en explique une, c'est les réticulés. Si quelqu'un, il y a deux choses que je voudrais bien qu'on m'explique un jour, c'est pourquoi il y a 3 grues sur le taureau. Alors bien sûr, c'est peut-être les 3... Pourquoi il y a 3 grues sur le taureau des Ousses? Qu'est-ce que c'est, ces 3 grues? Et apparemment, c'était très important. Les gens ont dit parce qu'il y avait un culte du taureau aux 3 cornes. Vous savez qu'on a toute une série, dans l'art celtique, toute une série de taureaux avec 3 cornes. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de tricornus dans les gravures. On a un certain nombre de gravures qui ont été prises comme ça, puis avec une corne médiane comme ça. Ça, c'est difficile d'estimer que ce soit vraiment la réponse. Et puis alors, les réticulés, moi pour l'instant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la voie lactée? Est-ce que c'est un filet? Réticulé voulant dire filet, mais ça c'est les savants qui ont donné ce nom. Filet, c'était un élément important. Les gens disent des terrains. Je trouve que les murs sont bien droits pour des terrains. J'ai fait l'hypothèse au moins pour un des réticulés, qui est celui du bras en zigzag. Alors j'ai écrit un petit article là-dessus, disant, bon, cette tête ronde comme ça, et les bras qui touchent jusqu'au sol, c'est la façon dont on désigne le soleil. Parce qu'on estime que le soleil, ses bras en zigzag peuvent toucher jusqu'au sol. Il a la tête bien ronde. Et puis le soleil est en train de pomper les os, parce qu'il a une grande langue qui sort, comme ça, vous le voyez, hein, bon, il a une grande langue qui sort jusqu'à un réticulé très régulier, comme ça. Donc j'ai fait l'hypothèse, c'est la façon, puisqu'on est du côté, si vous voulez, où on amenait le sel, car on amenait le sel, la grande route du sel, c'était pas Gary. Je suis désolé de le dire pour les gens de la Rodia, mais à mon avis c'était la Vésubie, le grand passage, d'ailleurs au Moyen-Âge c'était la Vésubie, c'était la grande route du sel était là-bas. Donc je fais l'hypothèse que ça représente le soleil, parce que j'avais une image parallèle dans une gravure du 16e, vous verrez avec ça, on va pas loin, que c'est le soleil en train de pomper les eaux sur des marais salants, dont vous savez que les murs sont parfaitement droits. Et l'avantage des marais salants, c'est que les marais salants, c'est une culture. C'est-à-dire que les marais salants, une fois que vous avez la croûte de sel, encore faut-il la casser, on passe avec des bœufs, on laboure. On laboure pour soulever la croûte de sel comme ça. Donc c'est une véritable culture, et que, moi je pense qu'il y a eu un échange là-haut. Quand on voit encore l'importance du sel, quand on voit Kinga, quand on voit Kinga en train de mettre du sel pour les brebis, bon, on sait que c'est très important. Elle prend les seaux, elle en met un peu partout sur ces pierres très particulières, en plus qui finissent par devenir ces pierres un peu décolorées, hein, qui sont les pierres à sel là-haut. Reste vers où vous tournez, pour moi, quelle est la seule montagne qui est gardée? Bégo, je vous ai dit, c'est Bégon, ça. Bon, si on repasse par le grec, ça peut donner le nom d'Orion. Reste que, à mon avis, l'endroit le plus important du Bégo, c'est pas tellement ni le Bégo, ni même les merveilles. Pour moi, c'est le Djougal. Alors, il n'y a peut-être pas des dévots comme moi au Djougal, mais je peux vous dire que quand vous êtes au Bégo, en pleine nuit, ou au petit matin, car j'ai souvent attendu que se lève le soleil en me mettant quelque part sur le flanc du Bégo, c'est une montagne tabulaire, donc qui permet l'observation du lever des astres très précise, comme ça. J'ai fait faire par mes étudiants il y a bien longtemps des photographies du lever de Sirius au beau milieu, comme ça. Et puis on voit le soleil juste après qui paraît. C'est quand même un endroit extraordinaire. Et puis Djougal, ça désigne, je croyais longtemps que ça désignait le joug, cette pièce de bois qu'on pose entre deux bœufs. Mais pas du tout, j'ai un ami de la région qui m'a dit non, le Djougal, ça désigne le garrot du taureau. Et
c'est peut-être une illusion, mais si vous allez là-haut, à partir du moment où vous verrez le Djougal, je pense qu'on en a une vue ici, voilà. Vous voyez, le Djougal, il est là, comme ça. Et vous voyez que là, il y a une sorte de... On voit bien le cou comme ça. Hein. Mais regardez-le de là-haut, hein. On voit bien le cou. Et bien moi, je ne l'avais pas vu, hein. C'est un ami sculpteur qui est monté un jour et qui m'a dit, mais dis donc, c'est un taureau qui est en train de regarder la mer. Vous voyez les taureaux, vus de derrière, hein, bien plat. Vous savez, c'est très plat, hein, une tête de taureau. Hein. On ne peut pas faire plus plat. Et puis on voit bien comme ça, il a la tête légèrement tournée. On voit bien comme... Je vous signale qu'il est quand même plus rassurant de voir un taureau de derrière que de devant. Et que, au Bégo, c'est ce que vous voyez toujours. Vous n'avez jamais un taureau de face. Vous l'avez toujours, vous dominez, hein, puisque c'est toujours les vues de dessus. Hein, les vues de dessus. Donc, je pose, et puis après on verra ce qu'il y a. Je pose donc que la divinité du Bégo, c'est Orion. Alors vous me direz, mais Orion, est-ce que vous en avez d'autres représentations et comment est-ce que... Alors Orion, vous le voyez dans le ciel, hein, il a deux chiens, c'est un chasseur, il a son petit couteau de chasseur du côté, comme ça. Il a un bras dressé, et au bout de ce bras, dans les plus anciennes figurations, il a un petit bâton courbe, comme ça, qu'on appelle en grec le lagobolon. C'est-à-dire, le bolon, bolé, vous savez, c'est envoyé, c'est jeté. Hein. C'est-à-dire, le bâton pour lagos, c'est le lièvre, le bâton pour tuer le lièvre. Car Orion est figuré à la chasse au lièvre. Vous voyez le lièvre dans le ciel, hein. Il a ses deux chiens, le grand chien, le petit chien, Sirius, la canicule, il est comme ça, et il est prêt à envoyer son bâton. Vous avez des figurations, si vous prenez les manuscrits astrologiques, grecs, ce qui reprend Hygien, les catastérismes d'Ératosthène, enfin, il est représenté en chasseur de lièvre, avec ce bâton comme ça. Et puis, donc, son baudrier et son... Alors, je connais une figuration de ce genre, dont jusqu'à présent, tous les archéologues disent on ne sait pas ce que ça représente, on ne sait pas qui ça représente, et ce sont des choses qui datent du Chalcolithique, ça s'appelle les statues menhirs. Et les statues menhirs du Chalcolithique, c'est Kinga qui devait faire le moment où on retourne, mais bon, tant pis, c'est moi qui vais retourner. Alors, les statues menhirs du Chalcolithique, il en existe en Provence, il en existe en Languedoc oriental et en Languedoc occidental, la région du Gard. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à Nîmes, donc je suis allé au musée de Nîmes, et là, j'ai vu la façon dont on reproduisait une des plus célèbres statues menhirs de la région de Nîmes. Alors, ces statues menhirs, et là, je remercie un grand artiste qui est là, Jocelyn, qui me l'a présenté, et là eux identifient, hein, c'est pas moi. C'est-à-dire, il y a des notes, hein, une fois qu'ils ont refait ce schéma. Il a repris le schéma, hein. Il a repris le schéma des archéologues, qui disent baudrier, poignard, c'est pas moi qui mets, et puis ils disent bâton de commandement. Baudrier, poignard, bâton de commandement. Et bien ça, c'est la forme absolue. Ce petit bâton courbé comme ça, c'est la forme absolue de l'outil de chasse d'Orion, le lagobolon. Je pose donc que le culte d'Orion, qui est connu en Égypte ancienne, qui est connu, donc, je vous l'ai dit, sous la forme de Prajapati dans les Védas, dont on a dit que c'était la clé de la pyramide de Gizeh,
il y a plein de choses sur Orion et la pyramide de Gizeh. C'est Osiris. Bon, il faudrait reprendre l'ensemble du dossier d'Orion, mais à mon avis, ce serait un peu beaucoup. Voilà. Je pose donc que ces statues menhirs, dont la taille doit être 3 fois à peu près celle qui est là, représentent Orion, et que c'est bel et bien Orion qui est figuré, soit sous la forme de ses armes, soit sous la forme justement d'Orion tout en haut quand on le vise avec l'ensemble de l'hallebarde, qui est figuré au bégon. Dernière question, mais là je le dis comme ça. Il y a pas mal d'inscriptions chrétiennes là-haut. Et on dit toujours, bon, c'est un recouvrement, on a essayé de christianiser, etc. Une divinité dépendue, une divinité charpentière, puisqu'il est représenté en charpentier sur le Théâtre à Paris, honoré en l'an 37 à Paris, qui s'appelle Esus. Alors, soyons clairs, a priori, rien ne permet de passer, en histoire des religions, enfin, pas, rien ne permet de passer entre eux, il y a des gens qui l'ont fait, mais on leur a tapé sur les doigts tout de suite, entre un charpentier pendu à l'arbre de la croix, qui s'appelle Jésus. C'est pas possible. On a d'un côté une divinité celtique, de l'autre Jésus, les gens vont vous dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si ce n'est que, si vous lisez un historien qui s'appelle Joseph et qui vous écrit les Antiquités judaïques, qui est du temps de Jésus, hein, qui écrit les Antiquités judaïques et la guerre des Juifs, qui est une des rares attestations historiques de ce qui concerne Jésus, une des rares, on a un texte de Tacite, une des rares, il vous indique que, au temps d'Hérode, il y avait 400 Gaulois à Jérusalem. Il y avait 400 Gaulois, c'était la garde prétorienne de Cléopâtre, qui a été donnée, après la défaite d'Antoine, qui a été donnée par Auguste à Hérode en signe d'amitié. Point. Et les gens qui vous disent et ils ont parfaitement raison, entre Jésus et Yeshua, ça ne passe pas, ils ont sûrement raison, mais je dis, bénéfice d'inventaire et au travail. Je vous remercie.